Dans post. le média, on ne peut plus critiquer les collections. Je pense que c'est compliqué, ouais. Il n'y a pas d'espace de Parce que conversation. la mode se vexe très facilement. No, it's not art. C'est pas de l'art, c'est hard work, Oh, ça, c'est c'est sans vrai. argent, c'est je fais des choses avec des briques et des brocs et il faut vendre. Aujourd'hui, la marque, si elle paye, elle a besoin d'être sûre qu'elle pourra reposter ta photo, d'être sûre qu'il n'y a pas trop d'autres marques visibles sur la Ah ouais, photo. cool. Donc il y a une espèce de contrôle qui est devenu très important sur le placement de produits. Les marques qui ont du budget ne sont pas infinies, donc les médias, les titres se battent pour les mêmes budgets. Je pense pense que le print pas. reste important. Des fois, tu connais les gens, la collection était moins réussie que la précédente, c'est un peu compliqué de la détruire. Qui ça intéresse de voir la famille Gainsbourg en cover 3 fois par an? Bonjour à tous. Pour cet épisode, on a eu un petit problème technique. Du coup, les 15 dernières minutes de ce podcast ne va pas être si qualitatif que la première partie, mais j'espère que vous allez l'aimer quand même. Bonjour, salut Pascal, Nicolas, merci beaucoup d'être venu pour cet enregistrement de podcast. Et aujourd'hui, on va parler un peu de médias. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je t'en prie. Ok. Alors, je suis Pascal Cadouglas, je suis journaliste, rédacteur, anciennement rédacteur en chef de Paul Magazine, qui est un média non genré, engagé, luxe et plein de choses, également bilingue, qui sortait jusqu'à il y a encore un mois et demi, de manière biannuelle, en anglais et en français, dans le monde entier, voilà. Et depuis, je suis à nouveau rédacteur et journaliste freelance, et je bosse pour différents médias, de mode en particulier. D'accord. Toi, Nicolas? Alors moi je m'appelle Nicolas Duro, je suis donc cofondateur et directeur de la création du magazine Nylon, du média Nylon. Donc Nylon c'est un média qui a 3 ans en France maintenant. C'est la licence française de Nylon, le nylon américain. La licence française elle est vraiment dédiée à la pop culture et aux gens vraiment qui font l'actualité aujourd'hui. Et on essaie aussi de faire le pont entre la mode, le luxe en général et la nouvelle génération en mettant en avant, en cover, des talents qui parlent justement à cette nouvelle génération. Super. Et du coup, notre podcast, il est dédié à tout ce qui est l'industrie de mode et les gens qui travaillent dedans. Et vous avez présenté, mais est-ce que vous pouvez me dire plus, comme je suis un enfant de 5 ans, qu'est-ce que vous faites votre journée? Il s'agit de quoi, au juste? Alors, là, je parlais enfin, c'est à la fois lié parce que quand on est rédac chef, on est aussi amené à écrire, donc voilà. Mais en tout cas, peut-être la journée type quand on est en période de confection d'un magazine, ça va être de soit faire des propositions de sujets à différents journalistes, recevoir des propositions, les valider, recevoir des sujets qu'on va devoir lire, corriger, sur lesquels on va discuter avec les journalistes en question, les rédacteurs ou rédactrices, soit sur l'angle ou des fois sur l'orthographe et la grammaire, mais bon. Et réfléchir aussi, être en collaboration avec la partie plus image et direction artistique, donc sur les shoots, sur l'esprit et le thème du magazine, voir si tout ça est bien cohérent et correspond au thème et ce dont on veut parler. Ça va être aussi d'être en relation avec des annonceurs, des clients, parler de deals et de collaborations en cours, d'être en contact avec le pôle commercial qui s'occupe de la partie plus financière de tout ça et chiffrée. Et on est à la fois le visage du média, en tout cas le visage le plus exposé, on va dire, du média auprès à la fois, en effet, des annonceurs, des clients, et aussi de l'écosystème de la presse, l'écosystème des marques,
parce qu'on est la personne qui se rend aux événements de marque, aux défilés pendant les Fashion Week, etc. Donc qui est identifié comme représentant le média. Donc la journée est plurielle, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail derrière l'ordi, beaucoup de travail à l'extérieur, faire des déjeuners, les cafés, ça prend beaucoup de temps. C'est un gros travail. C'est un gros travail qui mobilise pas mal alors qu'on a du boulot à faire. Et puis il y a les événements, sans parler des Fashion Week où là on est à l'extérieur quasiment 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Ça, c'est vrai. C'est des postes où la journée est des fois pas assez longue pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Moi, une journée type, c'est donc au sein de la rédaction. Le matin, on décide un peu le planning des posts sur les réseaux sociaux. On poste énormément sur les réseaux sociaux, donc il y a toute l'équipe qui est présente, le graphiste, la community manager, des stagiaires, des monteurs, des journalistes, et on décide un peu de la journée, tout en continuant aussi, enfin ça c'est plutôt réservé au matin, et l'après-midi ça va être plus la partie où on fait les réunions, où justement on avance sur tout ce qui est commercial, les réunions, les zooms avec les marques, pour proposer nos idées, pour vraiment mettre en marche tout ce qu'on crée avec les marques, et aussi tout ce que nous on crée, toutes nos prods en cours, tout ce qui est vidéo, photo, shooting mode, cover, qui on va mettre en cover, voilà. Et dans tous vos quotidiens là, c'est quoi vos tâches préférées que vous vraiment kiffez, genre c'est les meilleures parties de votre boulot? Et est-ce qu'il y a une partie qui est vraiment gênant, où il y a des histoires où les annonceurs ou des marques, j'imagine qu'il y a peut-être des histoires comme ça quand les marques veulent pousser quelque chose qui pas forcément correspond à l'image. Vous n'êtes pas obligé de citer les marques quand même, raconter l'histoire. Oui. Jamais. Bah, je pense que... Attends, tu voulais répondre quelque chose? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, une partie que j'aime bien, c'est justement quand tout ça fait du sens et que, bon, on va pas se mentir, pour faire un média, aujourd'hui, il faut gagner de l'argent, il faut trouver des façons de raconter des histoires et pour bien les raconter, il faut forcément qu'il y ait du budget. Et moi, j'aime bien justement quand ma passion se met au service d'une demande d'une marque et qu'on arrive ensemble à trouver l'alchimie ou le truc qui fait qu'on va pouvoir raconter l'histoire qu'on a envie de raconter dans des bonnes conditions, et en plus en mettant un produit en avant. Donc je pense que c'est ça ce qui me plaît le plus en fait, c'est de pouvoir raconter ces histoires dans des bonnes conditions. Et une partie que j'aime moins, vu que c'était la question, moi c'est toute la partie justement... moi j'aime bien travailler dans mon bureau, de pas trop sortir, et tout ce qui est plus public, on va dire, rencontrer les gens, faire des rendez-vous, être aux soirées le soir, c'est quelque chose qui me demande vraiment un effort supplémentaire, quoi, où je suis pas forcément le plus à l'aise, mais c'est aussi une grosse partie du travail, donc il faut aussi se faire violence pour ça. Oui, je pense que ça donne tous les milieux du mode, et si tu sors pas, à la fin, voilà. Ouais. Bah, contrairement à toi, j'aime bien cette partie-là. Ouais, j'aime bien cette partie-là parce que c'est justement le moment où tu peux, en effet, rencontrer des gens. Alors, ça dépend des contextes, évidemment. Il y a des gens plus intéressants que d'autres et des conversations plus intéressantes que les autres. Mais en tout cas, en termes de rencontres de créatifs, moi, je suis j'ai une tendresse particulière pour la jeune création de mode. Et là, voilà, on peut échanger et vraiment discuter avec des gens qui sont passionnés, qui font des choses extraordinaires avec très peu, qui ont une vision pour leur marque, et tout est à faire, tout est à construire. Et c'est là qu'en tant que média plutôt niche, on a cette flexibilité de pouvoir mettre en avant et d'avoir de vrais coups de cœur et de pouvoir mettre en avant ce genre de marque et de talent, et ça fait vraiment partie de l'ADN du média. Et aussi rencontrer les collègues et d'autres personnes de l'industrie, se raconter un peu les derniers potins. Ça c'est toujours sympa de rencontrer les gens, même si en effet comme toi il y a cette partie aussi derrière l'ordi
qui est hyper intéressante. Moi, j'aime bien quand justement j'ai fait des commandes de sujets avec l'orientation un peu sur les angles, etc. Mais après, une plume, c'est une plume, et chacun a son individualité pour écrire. De recevoir quelque chose qui n'est pas forcément ce que j'attendais, mais qui m'amène quelque part et qui me fait découvrir quelque chose. Ça, j'adore. Même si, par exemple, la façon dont ça a été amené ou la conclusion de l'article n'est pas celle à laquelle j'avais pensé, mais le journaliste ou la journaliste a vraiment pris le sujet à cœur et m'a amené quelque part, et je me dis, ok, c'est très cool. C'est pas là où moi, si je l'avais écrit, je l'aurais emmené, mais j'ai apprécié lire, et ça me fait plaisir de l'intégrer au corps de mon prochain numéro, et ça, c'est une vraie joie. Quoi. Ouais, c'est une vraie joie. Et de pouvoir le construire parti quelque chose. le pire? Ah oui, la partie la pire. Ah oui, c'est tu l'as un peu évoqué dans la question, c'est devoir dire non à des propositions qui sont vraiment abusées. Parce qu'il y a des, je sais pas, il y a des conversations et des moments de gêne qu'on pourrait tous et toutes s'éviter. Très clairement, il y a des propositions qui ne font pas sens pour certains médias, et des fois, et puis on peut comprendre les attachés de presse et tout qui essaient de pusher, etc. Mais quand peut-être on verra n'est pas suivi d'un ok, ça va se faire, c'est que ça veut dire non, et donc passons à autre chose en fait. Et à un moment donné, ben voilà, faut dire non, désolé, ça passera pas. Et c'est toujours un peu, en tant que personne plutôt diplomate, c'est un moment pas très sympathique, mais on apprend à être un peu plus catégorique, et à un moment donné, je veux dire, les faits sont les faits. Telle personne, ça passera pas, tel sujet, ça passe pas. Je sais que tu essaies toi aussi, tu as un boulot à faire, et tu dois placer tes clients dans les médias et tout, mais ce sera pas dans le mien, et c'est pas grave en fait. Ouais. Et par exemple, si parce qu'on est venu naturellement vers cette partie financement et comment on gagne d'argent, comment on gagne d'argent dans les médias? Comment les magazines comme ça, les médias comme ça, ils sont financés par les annonceurs, on est d'accord? Ouais. Ou il y a d'autres choses? Il y a autre chose, et il y a une révolution à faire, parce que voilà, en tant que média indépendant autofinancé, c'est hyper compliqué, parce que tous les médias se battent, que ce soit les médias indépendants ou les médias qui ont pignon sur rue et qui ont une régie publicitaire, et donc une régie, c'est une myriade de personnes, dizaines, vingtaines de personnes, dont le boulot, c'est vraiment ça, c'est de vendre des packages sur des supports médiatiques à des marques. Mm-hmm. Donc il faut être très fort pour pouvoir le faire, mais surtout les marques de manière générale, et les marques qui ont du budget ne sont pas infinies, donc les médias, les titres se battent pour en fait les mêmes budgets, et donc en tant que média indépendant, on est en concurrence avec des marques, enfin des titres comme Vogue ou Harper's ou autres, donc ça devient hyper compliqué, et c'est là où toute l'identité du média et l'esprit d'innovation et un angle particulier va pouvoir être mobilisé pour plaire aux clients et pour pouvoir gagner un appel d'offres qui serait de manière un peu pas intuitive, mais qui d'habitude irait à un média plus établi. Mm-hmm. Mais cette bataille, elle n'est pas gagnée souvent, parce que le choix est fait, le choix safe est fait, d'une manière générale, de se dire on va utiliser tel média parce qu'il est déjà établi, etc. Donc c'est très compliqué de se battre pour ces mêmes budgets d'annonceurs. Les annonceurs qui, en ce moment, sont très frileux sur les dépenses, etc. On est en concurrence avec l'influence. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Et tu mentionnais peut-être d'autres types de financement. Moi, je connais des médias qui sont financés par des organismes pas très sexy, mais qui paient bien, et surtout leurs numéros sortent, par des banques, par des institutions, par des organismes
médicaux, des choses pas vraiment très sexy, mais en tout cas, l'argent est là pour que ça sorte. Ce qui est intéressant avec ce genre de financement, et je dis pas que c'est la norme, mais il y en a qui vraiment ont envie de diversifier leur portfolio, on va dire, et du coup vont investir dans un média et vont le financer pour qu'il sorte, on va dire, une fois tous les 6 mois, ou même tous les 2 mois. Ils vont pas demander grand-chose. Voilà, ils vont pas demander une double page de pub avec le nom d'une banque, etc. Donc ça, c'est cool. Il y en a d'autres qui le font. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le financement des médias, parce que qui dit annonceur et client dit aussi compromis sur certaines choses, voire ingérence sur la ligne éditoriale du média, et ça aussi c'est compliqué à gérer. Moi j'identifie 2 types déjà de médias, comme tu disais, il y a les médias, on va dire les gros médias entre guillemets, les médias classiques qu'on leur régit. Et c'est vrai que quand il y a un peu moins de budget, on sent que les médias indépendants sont un peu en second plan et passent même parfois des fois après les influenceurs. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas comme en Angleterre où on a cette culture du média indépendant et du média un peu, comment dire, indépendant, un peu niche, c'est ça. Ouais. Et en France, on prend pas assez soin de nos niches, j'ai l'impression, justement, et on va aller vers les médias mainstream, justement, comme tu disais, pour se rassurer, alors que en fait, c'est dans les niches que tu vas aller trouver des nouvelles personnes. Et c'est dans ces niches-là que tu retrouves des gens vraiment passionnés aussi. Donc, moi, c'est un peu une critique que j'ai à ce niveau-là, c'est que, on met un peu trop facilement de côté les médias indépendants, alors que c'est presque ceux qui vont avoir les sujets les plus intéressants ou les plus novateurs, quoi. Et du coup, vous pensez que c'est vraiment les médias niches, c'est vraiment le dernier après l'influence, même quand les annonceurs ils réfléchissent à où est-ce qu'on va mettre, je sais pas. Il faudrait poser la question à quelqu'un qui est dans une marque, et parce que nous on peut juste donner des suppositions. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi c'est l'impression que j'ai. Je sais pas ce que t'en penses. Aussi. Je dirais que ça dépend du client, ça dépend qu'on appelle ça du bureau de presse ou qui conseille son client, etc. Et après, il y a des périodes de l'année où il y a justement des niches à remplir. Je parle du mois de juin qui est... Où tu vois toutes les marques sortir leur campagne LGBTQ arc-en-ciel. Et là, on a pensé à vous. Et je pense qu'il y a des magazines comme Tétu, par exemple, qui ont du mal à... J'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le seul mois où les marques viennent les voir aussi. Par opportunisme, mais... exactement. Donc, c'est un peu dommage que ce soit le seul mois dans l'année où on vienne chercher cette niche, alors qu'il y a des choses à dire. Déjà. Voilà, exactement. Ouais. Par rapport, par exemple, dans les annonceurs de ancien Paul ou Nylon, c'est quoi le pourcentage de marques assez luxe, on va dire, avec beaucoup de budget, qui peuvent se permettre le plus dans tous les magazines classiques, pas classiques, digital et influence, ou des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui choisissent être dans le magazine niche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi mais en fait, ta question laisse à penser que ce sont les marques de luxe qui paient le mieux, alors que pas forcément. Je sais pas, c'est à toi de me raconter. C'est justement, non, c'est ça, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est la marque de luxe, la marque clinquante, donc c'est elle qui arrose et qui paie le plus. On peut les compter, enfin même pas sur les doigts d'une main. Il y a une marque en particulier qui est très connue pour ça, sans la citer, le Double C, qui investit énormément les médias de niche, que ce soit sur le digital ou sur le print, qui est très en avant sur le financement de projets culturels et artistiques, qui va vraiment vouloir un peu, comme j'aime le dire, à la japonaise, ou à l'asiatique entre guillemets, mais je parle plus du Japon et de la Corée du Sud, qui va justement prendre le risque de financer et de soutenir un coup de cœur ou quelqu'un qui n'est pas du tout connu, un média qui vient de se lancer mais qui a l'air potable et pointu, etc. Et donc c'est vraiment une marque ou un groupe marque
qui va vraiment financer et donner un coup de main. Là où la plupart des autres marques est dans cette culture française de wait and see, où on va attendre que telle personne, telle marque, tel truc, tel courant culturel soit vraiment établi ou validé par l'étranger avant de soi prendre le risque de acheter la collection après avoir vu la marque pendant 5-6 saisons, valider tel talent parce que ce talent a percé aux États-Unis ou dans un autre marché, alors que ce sont des talents ou des marques françaises à la base. Donc vous auriez pu être précurseur et précurseuse, mais on est dans cette culture où on est très frileux et on attend. Et ça, c'est vraiment débile. Et pour revenir à mon point initial, les grosses marques souvent n'ont pas forcément énormément de budget, enfin, ou en tout cas peut-être qu'elles ont, mais elles vont pas allouer énormément de budget aux médias ou aux médias de manière générale et aux médias de niche, ce qui fait qu'on est vraiment à se battre pour un 10K, des fois 5K, alors qu'on parle d'une grosse marque qui défile à l'international, bon bref. Et vont mettre du temps à payer, là où des marques moins sexy... C'est universel. Les plus gros clients, ils te payent... On a ces grosses marques qui mettent du temps à payer et on connaît tous des histoires de gens ou de nous-mêmes en tant que médias qui avons dû vraiment ne pas lâcher pour être payés, et des marques moins sexy, plus lambda, mainstream, vraiment commercial, et pas du tout forcément affiliées à la mode, mais qui ont eu un besoin de communication via un magazine de mode pour X ou Y raison, qui eux ont un budget pour le faire. Donc là, on peut s'amuser de manière créative pour créer quelque chose, et surtout vont payer dès que tu leur envoies la facture, 48 heures plus tard, c'est payé. Donc voilà. Ça, c'est cool. Et pour toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu trouves? C'est vrai que les plus gros marques, ils n'ont pas forcément la volonté de payer. Il y a toute une danse du ventre aussi avec les marques en général, et souvent les plus grosses marques, il faut leur montrer, il faut un peu les draguer avant qu'elles arrivent et avant qu'elles investissent aussi. Quand les marques plus premium vont mettre peut-être moins de temps à venir, mais pour moi c'est un peu le même type de budget, il n'y a pas de différence spécialement de budget. Ce que je remarque beaucoup, c'est la différence des budgets alloués aux influenceurs par rapport aux médias niche. Et comme tu disais, des fois nous on peut se battre pour 10K alors qu'ils vont pas avoir de problème à dépenser 20K pour faire flyer un influenceur pour faire une photo très moche à Capri. Et, à l'iPhone, à l'iPhone sans empreinte. Mais en même temps, j'imagine qu'ils s'y retrouvent aussi, que derrière ils ont peut-être des ventes et qu'ils ont des outils et que... Ouais. Il y a ça aussi, c'est Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'un poste de telle ou telle personne te fait vendre toute ta production. Quand un média va peut-être moins avoir cette force-là aussi, mais c'est pas forcément... Et c'est là aussi où les gens se trompent, où c'est pas forcément la même chose d'investir dans un magazine qui va plus aider ton image et peut-être créer ta communauté, créer une communauté, créer une histoire, plutôt que d'avoir juste ce profit de vente, quoi. De vente, ouais. Et en one shot, où en effet, comme tu disais, c'est vrai, et ça j'ai eu ce son de cloche de RP qui disait on a flyé telle personne qui a fait un post et après la collection était sold out. Donc c'est vrai que ça fait du bien sur le coup, mais c'est ponctuel et tu vas pas faire ça à chaque fois pour vendre tes collections. Et parce qu'au bout de la 3e fois, les gens vont plus acheter. Hein. Ouais, ça crée pas forcément une belle histoire, moi je trouve. Moi j'aime bien quand... après voilà, on est dans un truc où on pousse les gens à consommer de toute façon, qu'on soit influenceur ou un média, le but c'est que les gens consomment. Mais moi j'aime bien vraiment créer une histoire autour et de se rappeler que cette pièce-là tu la portes parce que tu l'as vue sur tel truc, dans telle vidéo, dans tel machin, plutôt que de juste te dire je l'ai vu sur un tel et ça a peut-être moins de valeur, je sais pas. Ouais. Mais... Et toi, par exemple, tu fais aussi le stylisme dans tout ce qui est les éditos. Est-ce qu'il y a une obligation légale de mettre certaines marques annonceurs sur l'édito, ou est-ce que ça va en soi, dans le sens où... Ça dépend toujours des magazines, des rédactions, de l'organisation. Je sais que moi, avant, par exemple, j'étais dans un autre magazine et on avait notre liste d'annonceurs qui prenaient les pages de pub, donc on essayait de distribuer un peu toutes les marques dans
dans tout le magazine, mais j'ai remarqué que les marques étaient de moins en moins réceptives et qu'aujourd'hui, la marque, si elle paye, elle a besoin d'être sûre qu'elle pourra reposter ta photo, d'être sûre qu'il n'y a pas trop d'autres marques visibles sur la photo. Donc, il y a une espèce de contrôle qui est devenu très important sur le placement de produits, un peu comme ils ont maintenant eu l'habitude de faire avec un influenceur, alors qu'avant, les médias avaient peut-être plus de liberté, je pense, pour faire des placements, et aujourd'hui, non, il faut tout faire valider. Et Oui, parce que j'ai remarqué quand je faisais à l'époque, je faisais aussi les éditos, que justement, tu avais le liste d'annonceurs que tu es obligé de placer. En plus, c'était le plupart, c'était le full look. Ça veut dire que si tu prends, je sais pas, on peut dire Chanel, c'est un full look, Prada, c'est un full look, etc., etc. Et à la fin, on se retrouvait avec plusieurs éditeurs dans plusieurs médias classiques, on va dire, et qui apportaient le même look. Et si ça rentre pas dans ton histoire, et éditorial, pour moi, c'est surtout une histoire que tu racontes à travers de stylisme, etc. Et à la fin, si ça rentre pas, si c'était ce look qui était dispo, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu peux juste enlever peut-être des choses, mais tu peux rien rajouter. Et toi, par exemple, est-ce que tu valides et valides pas les stylismes par rapport aux marques annonceurs, pas annonceurs, etc. Ouais. Alors, moi, c'est pas moi qui le faisais, et on avait une team, justement, de DA avec les deux cofondatrices, d'ailleurs, dédiées à ça. Mais en effet, ce genre de conversation sur des deals, alors ça peut être dealé de manière écrite, et généralement c'est mieux comme ça, les choses sont dites et il n'y a pas de surprise, ou ça peut être sous-entendu, mais oui, quand toute une story un édito mode a été vendu à une marque, donc il y a un nombre de pages, il y a un nombre de looks. Si la cover est inclus, du coup il faut que la cover soit un total look de cette marque. Et ça peut pas être autrement. Quand on a des stories, des histoires mode qui sont pas forcément brandées, là du coup on peut faire, la styliste peut faire le choix de mélanger différentes marques et selon son histoire et ce qu'elle a envie de raconter. Nous, de Paulette, parce que le média s'appelait Paulette pendant 13 ans, et puis il y a eu un rebranding à Paul pour en faire quelque chose de plus luxe et non genré. Notre difficulté, c'était justement d'amener ces médias luxe. Donc on a eu énormément de rendez-vous et de gens qui avaient énormément de commentaires positifs dessus, mais à la française, c'était hyper compliqué de signer des choses parce qu'il fallait attendre le prochain numéro, celui d'après, celui d'après. Donc c'était hyper compliqué. Et donc on a... Avec Paulette, il y a eu ces discussions avec des marques premium, on va dire, de full look et de shoot et de couve. Avec Paul, moins, il y avait plus de liberté parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. C'est ça aussi, c'est que la question, c'est pas posé. C'était même pas un choix perso de non, on dit non à ça avec toi. C'est que ce choix-là ne nous est pas arrivé. Cependant, en effet, dans ces discussions qu'on a eues avec des marques, c'est vrai que je me souviens d'une conversation avec une marque qu'on va dire, luxe, qui voulait carrément, pour une somme dérisoire, un 18 pages de full look, telle chose, plus une couve et mais tout. Dis la marque, on a trop envie de ça. N'est-ce pas? Mais ouais, c'est encore une fois, c'est à toi de te dire en tant que média, en fait non, je vais pas brader mon nom, je vais pas brader mon numéro avec 18 pages d'une même marque en full look. Ça n'aurait pas de sens. Ce sera pas dynamique. Est-ce que vous pensez que les gens se rendent compte que c'est un édito payé, ou est-ce qu'ils pensent que oui? Je pense que oui, et que justement il faut pas. Je pense qu'on a trop longtemps cru que les gens y voyaient que du feu, et en fait non, les gens sont pas dupes, et aujourd'hui justement tu peux pas juste avoir des couloirs de pub ou des total looks, et pour moi c'est assez rédhibitoire quand je vois que quelque chose est trop brandé. Forcément j'ai un peu moins d'intérêt parce que j'ai l'impression que c'est un peu forcé, et nous c'est aussi un travail d'éducation avec les marques aussi, de leur faire comprendre que moins
t'as l'impression que c'est une pub, Mhm, mieux c'est en fait. Mieux c'est, oui, c'est ça. Et ça, c'est encore très dur à comprendre, d'autant plus que de l'autre côté, t'as les influenceurs qui font des total looks. Moi, ma préférée, c'est que, vous savez, il y a une franchise, on va dire, de médias classiques qui existe, qui a, ok, on va dire, c'est l'officiel, ok, qui a, au début, était vraiment médias classiques, hein, parmi Harper's Bazaar, Vogue, etc. Il existe énormément de l'officiel depuis moins connu, ok, et où, en fait, tu peux acheter les couvertures. Ouais. Tu peux acheter les couvertures en tant qu'influenceur, en tant que talent, en tant que juste un fille lambda qui fait rien, qui a, je sais pas, et tu donc peux acheter. Tu achètes le logo du magazine. Tu achètes le Couverture logo du print magazine. ou digital? Print. Print. Ça dépend, tu vois, tout souvent. C'est ça qui m'a... pourquoi je connais ça? Parce que j'ai eu des... j'ai stylisé ces couvertures-là. Parce que c'est juste des gens qui se considèrent, je suis un modèle. J'ai jamais défilé, j'ai jamais fait en campagne. Par contre, je me suis acheté un édito, couverture, un petit interview, je sais pas quoi. Et je suis sur la couverture de tel et tel magazine. Et pour les gens qui le suivent, ils pensent... je pense que c'est un peu... C'est un choix de la rédaction. Oui, c'est un choix de rédaction. Après, voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de gagner de l'argent aussi. Mais pour les gens qui suivent cet influenceur, pour eux, ça rajoute un peu le valeur dans le sens où c'est cette magazine qui est venue vers elle pour le faire, le couverture, etc. Sauf que c'était pas du tout comme ça. Ça pour le coup, c'est un truc que moi, j'imaginais pas trop. Donc oui, Ça coûte combien? Moi, je sais pas, j'étais payé que mon prestat stylisme, tu vois, mais... C'est assez ouf parce qu'une couve digitale, ok, mais du print avec vraiment une personne vraiment lambda, c'est... quand on sait que, justement, le choix d'une couverture, et surtout pour, comme tu disais, c'est primordial. Pour ta ligne éditoriale, Donc mettre quelqu'un qui n'a pas forcément la légitimité, c'est étonnant. J'espère que c'est très cher. Parce qu'il faut que ça vaille le coup pour le média. Parce que vraiment, on est dans quelque chose... Combien d'argent tu vends ton âme, c'est ça. Ouais, après, si ça fait tourner, si ça fait tourner la machine et la lumière reste allumée. Et on est tous là du boulot, tu vois. Moi, je fais le stylisme. T'as fait le stylisme, Mais en même temps, c'est un peu inquiétant. À la limite, si moi ça devait m'arriver, je mettrais au moins une mention genre hors série ou édition spéciale. Ouais, voilà. Il y aurait un truc qui montrerait que c'est là parce que c'est pas forcément notre choix, mais... Enfin, je sais pas si le grand public le comprendrait, mais les gens du milieu le comprendraient. Oui, je pense que les gens du milieu le comprennent. Quand ils voient quelqu'un vraiment de lambda qui a aucun sens d'être ici, ils comprennent. Mais les gens grand public, comme tu l'as dit, ils vont jamais comprendre que c'est comme ça se passe. Et si on parle de nouveaux médias à mode, il y a beaucoup de gens qui font le TikTok. Les revues des collections, etc., de look, qui devient aussi un peu nouvelle média. Mais il y a aussi des comptes Insta, comme Diet Prada, Style.com. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parce que là, je commence aussi à avoir des choses vraiment publicitaires. Vous voyez ce que je veux dire? Genre que je reconnais tout de suite que ça, c'était payé. Ça, c'est le poste qui était payé. Ça, c'est le poste qui n'était pas payé, qui est fait par la passion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est intéressant. Alors, ce qu'on pourrait appeler des nouveaux médias ou pas, mais en tout cas, ces nouvelles... Alors, il y a différentes choses. Il y en a qui sont vraiment des critiques de mode. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans la liberté de parole de certaines de ces voix, de pouvoir vraiment critiquer une collection comme d'une façon... les médias traditionnels ne peuvent plus le faire. Il y a sûrement une époque où c'était possible. Oui, Suzy Menkes, naguère. On connaît tous cette histoire de Suzy qui détruit la collection de Marc Jacobs chez Ellis Peris, je crois. Je ne me rappelle plus du nom. Bon, bref. Et qui fait qu'il l'a plus du tout invité à ses shows pendant je sais pas combien d'années, mais très clairement dans le contexte actuel on n'est plus là-dedans, on est des médias et moins des critiques de mode, et donc cette voie de la critique de mode se retrouve donc sur les réseaux sociaux avec ces nouveaux acteurs et actrices, notamment sur YouTube, parce que sur YouTube on fait plus d'argent que sur TikTok ou les réseaux sociaux, parce qu'il y a la monétisation. Et moi par exemple, je suis vachement et depuis très longtemps Haute Le Mode, donc Lookmar, qui lui s'est fait connaître comme ça. Il était étudiant, je crois qu'il était
Il était où soit Parsons, soit The Fashion Institute of something, FIT. Et il se mettait devant une caméra pour critiquer les défilés, et il n'y avait pas de main morte, et ce qu'il disait était intéressant. Et on voit comment d'année en année il a cultivé ses connaissances sur la mode, avec aussi ses rencontres, mais il y avait quelque chose d'hyper intéressant à être juste dire ça c'est moche, ça va pas, le look va pas, ça c'est pas flatteur, c'est pas flatteur sur un mannequin, ça va pas être flatteur sur une personne lambda. Telle personne devrait être remplacée, telle personne devrait partir, ça ce serait plus intéressant, etc. Donc ce sont des gens qui ont intéressé les marques, et plus récemment je pense à un Osama Chabi qui sur les réseaux sociaux a explosé pendant le confinement avec des stories aussi assez on va dire interactives et marrantes sur pour le coup de la critique de défilés, et ça a attiré des marques comme Louis Vuitton qui maintenant l'invite au défilé, etc. Mais au fur et à mesure on se rend compte que quand on est invité par les marques et quand ce genre de personnes devient de plus en plus mainstream ou rentre dans le sérail, la voix critique s'amenuise et un peu plus tamisée parce que là, il y a des enjeux économiques, de relationnels, etc. Je pense aussi à un Pamboy, tu vois, c'est ce que j'allais Pierre dire. Impélé. Il y a vraiment une différence entre le moment où il a commencé à travailler pour un magazine et quand il était encore. Et c'est deux métiers différents, c'est ça. C'est que t'as un moment où voilà, il était sur les réseaux, il faisait de la critique, ou aussi par passion, il était à l'école et il y avait quelque chose un peu d'humoristique et de jovial là-dedans. Quand tu intègres un média qui fait partie d'un groupe, c'est autre chose. T'es plus dans la critique de mode. Enfin, même lui en tant que poste. Dans le média, on peut plus critiquer les collections. Je pense que c'est compliqué, ouais, parce que tu dépends forcément comme on l'a dit depuis le début, de l'argent des annonceurs, et que tu te risquerais à plus être invité, à plus être... Alors, je sais pas à quel point, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent encore à critiquer, mais je me demande je pense qu'ils arrivent à critiquer des marques sur lesquelles ils ont déjà fait un trait, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être, mais aussi, alors pour juste terminer sur Pierre, son métier maintenant, c'est plus la même chose que ce qu'il faisait avant. Donc il y a ça aussi, c'est plus la même chose. Donc tu peux pas attendre de cette personne la même chose. Cependant, en effet, donc dans le média... et les journalistes donc, qui couvrent les défilés, la façon dont il et elle opèrent, c'est de ne pas parler des défilés qu'ils n'ont pas appréciés. Ou alors, ça demande tout un art, et c'est vraiment un art un peu plus anglo-saxon que français, de pouvoir critiquer / temporiser son enthousiasme pour une collection avec les mots et de manière très littéraire pour faire comprendre que c'est pas la collection préférée, que c'est pas une collection satisfaisante, etc. Il y a des termes qui sont utilisés et ça marche très bien en anglais, et on comprend que voilà, un peu comme, pour pas la citer à nouveau, Suzy Menkes qui lors de l'annonce du départ de Virginie Viard chez Chanel, en fait elle a fait tout un texte en disant c'est une personne qui a travaillé pendant 35 ans chez Chanel, qui a donné sa vie à cette maison, qui a fait énormément de choses au contact et en collaboration avec Karl Lagerfeld, et qui toute seule a fait des choses acceptables, ou je sais plus ce qu'elle utilisait. On comprend que voilà, son enthousiasme était un peu plus dilué par rapport à ce que se faisait Virginie Viard toute seule, en comparaison à ce que faisait Lagerfeld, sans vraiment critiquer. Et en même temps, le ton global du poste, c'était félicitons cette grande dame de la mode qui a passé 35 ans dans une maison extraordinaire qui fait des bénéfices de ouf. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué, ou du moins à l'heure actuelle, le statu quo, c'est de ne pas parler de ce qu'on n'aime pas. Donc on va parler de ce qu'on aime, on va parler de ce qu'on n'aime pas. C'est un peu malhonnête pour le public, on va dire, etc. Maintenant, ce qui reste compliqué, je pense aussi, ce sont les relations interpersonnelles qui existent. Alors, sans parler du côté évidemment financier et de pouvoir perdre des budgets parce que les gens se vexent et c'est humain, c'est aussi le côté relationnel où des fois tu connais les gens, la collection était moins réussie que la précédente, c'est un peu compliqué de la détruire, tu sais que c'est
ça reste un effort de création. C'est des gens de passion. Donc, si tu peux ne pas rajouter la pierre à toutes les critiques, bah, tu le fais pas. Donc, Ok, mais c'est pas journaliste de mode qui critique. Qui doit critiquer, à votre avis? Si vraiment dans les magazines, ça passerait pas trop, ou il faut choisir un langage assez spécial pour ne pas vexer, etc. Qui peuvent, c'est du coup juste les étudiants qui peuvent faire en vidéo TikTok, ça c'est moche. En ce moment, oui, c'est ça. C'est les I Deserve Couture, c'est les Diet Prada, parce que ça va être compliqué, et de manière très honnête et transparente, je pense que ça va être compliqué pour un média de faire ce que fait Diet Prada et de dire telle collection de tel designer, c'est du pompé de telle collection de 95 de tel designer. Je veux dire, ça c'est vraiment de manière frontale de dire là il y a eu du vol, là c'est la grosse inspiration, que rien n'est nouveau et que tu repackages quelque chose qui a été après, sorti. rien de nouveau, ça c'est vrai. Bon, après, dans la mode, tout se transforme, rien ne se perd. Mais en tout cas, dans les pages d'un média ou même en post, c'est compliqué de faire ça. Est-ce que c'est le but ? Peut-être pas non plus, parce que toi tu parlais aussi d'histoire de mode, etc. C'est pas forcément des histoires intéressantes, ou c'est un fait, donc c'est bien d'être mentionné. Après, peut-être que dans les pages d'un magazine ou sur des posts Insta, c'est plus intéressant de mettre en avant de la nouvelle création, les choses entre guillemets positives qui se passent. Et de mettre en valeur plutôt que de critiquer en soi. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va dire que les médias encensent et relaient, et sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a la critique de mode, des fois un peu vache, des fois, mais c'est drôle, mais c'est vache. Oui, c'est ça. Donc il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément d'expertise particulière. Ils sont très peu à avoir de l'expertise, vraiment. Merci. Parce que j'allais poser la question. Qui a en fait le droit de critiquer la mode? Est-ce qu'il faut avoir des notions, connaître l'histoire, etc. Ou est-ce qu'il faut être étudiant de l'école de mode, est-ce qu'il faut être professionnel? Est-ce qu'il faut juste aimer le mode pour le critiquer, ou pour juste donner son avis? Qui peut faire ça? C'est quoi la crédibilité? C'est quoi? Je sais pas, j'essaie de réfléchir par rapport au cinéma ou à l'art aussi. Et pour moi, toutes les critiques sont intéressantes, et que c'est une histoire de ressenti, et que tous les ressentis sont valables. Donc, je sais pas. Moi, je me demande aussi, est-ce que la mode n'est pas plus. Je veux dire, quand un film a une mauvaise critique, tout va bien. Enfin, le journaliste continue à être invité et tout. Et pourquoi la mode, ce serait autre chose? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que si vous critiquez certaines marques, que vous n'avez pas aimé certaines collections, que la marque, par défaut, elle ne va jamais vous inviter, elle va jamais... Ou c'est juste qu'ils vont... Peut-être qu'il y a des marques ou des RP qui vont se dire, ah ok, on a parlé de nous, peut-être pas dans le bon sens, mais quand même, on a une mention, et après, on verra qu'est-ce que ça se passe. Je sais pas, non? Tu as des histoires. Non, j'ai pas d'histoire en particulier, mais de toute façon... je pense que... Du coup, le choix, c'est de ne pas du tout parler. Non, mais tu trouves des pirouettes, tu parles de la musique, tu parles du maquillage. Bon, voilà, ça, on les connaît. Tu parles des petits fours et des canapés. Ça, c'était notre cher Tim Blanks, qui, je sais plus quel défilé c'était, qui a parlé de la musique des canapés, etc., plutôt de la collection. Ou d'autres, je pense à des journalistes critiques mode sur les réseaux sociaux, qui étaient dans une rédaction et qui maintenant sont indépendantes, qui vont parler de plein de choses, de l'atmosphère, etc., plutôt que des collections. Donc catch my drift, vous savez de qui je vais parler, mais et pourquoi pas, mais oui, moi j'ai un exemple en tête d'un journaliste rédac-chef d'un média qui a écrit un papier un papier général sur je crois, sur l'état de la mode, ou je sais pas, les relations particulières dans les maisons de mode, et je crois entre le creative director et ses équipes, etc., et les dynamiques, et aussi la dimension
diversité, etc., et qui a mentionné des noms et qui s'est plus fait inviter par la marque en question qui pêchait sur le côté diversité. Donc là, c'est assez factuel. Peut-être que c'est pour le mieux. Et peut-être que c'est pour le mieux. Bien sûr, mais enfin, oui et non, parce que c'est de la censure. C'est-à-dire que, comme tu disais, est-ce que du coup le RP ou la marque se dirait, bon, on n'a pas parlé de nous, c'était pas en bien, mais peut-être que la prochaine fois ce sera mieux. Bah, apparemment, non, il n'y a pas d'espace d'autocritique, il n'y a pas d'espace de conversation. Parce que la mode se vexe très facilement et qu'il faut toujours un peu marcher sur des œufs. Ben, c'est un peu ce que je disais sur les relations interpersonnelles aussi. Elles sont très vite faites. Donc ça peut être compliqué, on parle de personnes, de sentiments, vexabilité, je sais pas comment on dit. C'est un néologisme. Vexation, voilà, vexation. Et entre personnes, ben, ça peut apparaître très facilement. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que quand tu compares avec le monde du cinéma, comme tu disais, on n'est pas dedans, peut-être qu'on sait moins. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est aussi, peut-être que c'est un univers aussi impitoyable. Ouais, ce serait intéressant de tout comparer un peu, mais ouais, je pense que... Ou de demander à des designers dans quelle mesure les critiques, ça les touche et... Ouais, puis peut-être que aussi on prend peut-être trop au sérieux aussi les choses. Est-ce que j'imagine qu'il y a des réalisateurs qui décident de pas regarder les critiques, même si elles sont mauvaises. Mais moi, je pense que dans la mode, il y a beaucoup de gens qui se prennent trop au sérieux. Bah bien sûr. Parce qu'on s'amuse, on fait notre passion, etc. Mais on ne sauve pas la vie. Il y a tellement de choses beaucoup plus importantes que... Voilà, je pense que si les gens ils se prennent trop au sérieux, il y a beaucoup d'ego. Je sais pas, en général, je pense que c'est pas... Après, c'est aussi le côté... ce qui ramène du sérieux et de la lourdeur à tout ça, c'est encore une fois le côté financier, tous les enjeux commerciaux qui sont liés à ça, parce que s'il n'y avait pas ça... et aussi l'image de la mode véhiculée par la fin des années 90, le début des années 2000, où il y a ce truc un peu de la mode froide, du côté très... le diable s'habille en Prada aussi, et moi, je me rappelle découvrir la mode avec un documentaire sur Karine Roitfeld dans, je crois que c'était, je sais pas si c'était appelé 50 Minutes Inside à l'époque, mais c'était sur TF1 un dimanche soir. Et c'est vrai que tu te retrouves devant ça et tu trouves ça incroyable, tu trouves ça inaccessible et tu trouves ça tout sauf drôle aussi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi ce truc où les gens voient ça comme quelque chose de très sérieux alors que ça l'est pas du tout, et que je pense que tu vas dans n'importe quelle maison, c'est pas du tout austère, enfin après peut-être pas toutes les maisons, mais mais je pense que les univers créatifs c'est avant tout des univers joyeux, et les gens sont aussi là pour s'amuser, je pense, en travaillant. Donc je pense que c'est une fausse idée qu'a le monde aussi, et que la mode aime bien véhiculer aussi quelque part, parce que je sais pas. Je pense aussi que le milieu de la mode souffre de cette espèce de statut un peu hybride, parce qu'il y a souvent cette conversation sur est-ce que la mode c'est de l'art ou du commerce. Donc il y en a qui vont dire que c'est de l'art, donc ce serait pour toi, c'est quoi du même niveau. Alors je vais répondre à cette question dans quelques minutes, mais ce serait du niveau des arts plastiques, des arts décoratifs ou de la peinture et autres, de la musique. Et il y en a qui disent bah non, c'est du commerce, voilà, on va vendre des vêtements, et puis le vêtement, il n'y a rien de plus trivial parce que tu as un éventail tellement vaste de marques, donc voilà, et du coup, vu qu'il y a ce côté qui peut être trivial, très commercial, il y a cette espèce d'envie de se donner du sérieux là où on n'est pas pris au sérieux, parce que comme tu dis, en effet, ce n'est pas quand tu crées une collection, ben évidemment c'est quelque chose c'est une extension de toi, et c'est une idée qui se matérialise dans une collection, et c'est aussi un univers que tu veux faire partager et une histoire que tu racontes, mais littéralement ce n'est pas une opération à cœur ouvert où on est entre la vie et la mort, donc comme tu dis, il y a des choses vraiment plus graves et sérieuses, donc c'est là où peut-être que la mode pâtit de ce manque de prise au sérieux, et pour pallier ça,
va se donner des airs de grandeur, de froideur, de sérieux, de mystère, alors que finalement, il n'y a pas grand mystère, c'est un univers commercial où on vend des vêtements. En effet, ça part du créatif ou de la créative, donc il y a de l'intellect là-dedans, mais l'idée, c'est de vendre. C'est pas quand on crée une collection, quand un designer ou une designeuse crée une collection, ça va pas dans un musée direct. Il y a le côté mercantile et commercial dedans, donc c'est vraiment très trivial. Et après, en effet, il y a des collections de génie qui se retrouvent au Met lors d'expositions financées par les... Par qui par ceux qui payent une table 25K ou je sais plus quel était le prix, 75K lors du Met Gala. Mais oui, donc moi en effet il y a Mode et Mode. Là j'ai écrit un sujet récemment sur l'artisanat de mode. Donc quand on parle à des artisans et sur la façon dont c'est fait et les heures qui sont passées, non seulement les heures mais les techniques et le fait main, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de ce qu'on appelle la haute couture et donc de la pratique artisanale, voire artistique. Mais de manière générale, oui, la mode, c'est du commerce. C'est du commerce. Et toi, qu'est-ce que tu en penses pour toi ? La mode comme art, tu veux dire ? Oui. C'est plus de l'art ou plus de commerce ? Pour moi, c'est une des formes d'art que je préfère parce que les gens peuvent repartir chez eux avec. Et c'est ce que j'aime le plus dans ça, c'est que vraiment, ça part d'un cerveau, d'une création, d'une équipe. Et après, c'est distribué au plus grand nombre. Et c'est ça que je trouve cool dans l'art aussi. Et pour moi, c'est vraiment un art, quoi. Moi aussi. J'ai répondu à ta question. Non, moi je me rappelle du témoignage de feu André Leontali qui on lui demandait est-ce que la collection qu'il venait de voir ou la mode c'est de l'art. Il disait, no, it's not art, c'est pas de l'art, c'est hard work, c'est sans argent, c'est je fais des choses avec des briques et des brocs et il faut vendre. Donc ça peut avoir vocation à une dimension artistique de manière exceptionnelle, mais vraiment le quotidien et de la mode, de ce milieu du vêtement et de l'habillement, c'est du commerce. Ok, d'accord. Mais après, il y a haute couture dont tu avais parlé. Je pense que c'est plus vraiment côté art, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce monde qui peuvent mais dans ce cas, tout le monde ne repart pas avec. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment très privilégié. Tu as peut-être 1, 2, 3 clientes qui vont avoir, et même vu que le look a été fait, tu veux pas avoir un look haute couture qui t'a coûté je sais pas combien, que tu vas retrouver chez ta voisine au même gala de charité. Donc c'est vraiment de la pièce d'exception qui n'a pas vocation à être reproduite. Et d'ailleurs, si c'est du fait main et ouais. Mais c'est comme ça que moi je fais la différence entre les marques et la fast fashion aussi, c'est que je me dis quelles marques sont accessibles mais proposent quand même une pièce créateur que les gens peuvent vraiment s'acheter et qui, par exemple? Comment ça? T'as des exemplaires de marques qui sont entre les deux Il y a vraiment des marques où quand tu les portes, tu te dis c'est vraiment bien coupé, je suis vraiment trop content, ça va me durer, je vais la porter pendant 10 ans cette veste ou cette chemise et pour moi c'est à ça qu'on doit donner de la valeur et pour moi c'est là que l'art rencontre le commerce aussi en fait, c'est que les gens ont un peu oublié ce que c'était le beau vêtement et le vêtement qui est agréable à porter et que tu gardes dans le temps aussi et j'espère que de plus en plus on peut donner ce message aux gens parce que c'est hyper important en fait, c'est que les gens savent pas qu'en fait si tu fais ton truc sur mesure et c'est trop agréable. Il y a plein de gens qui portent pas de costume parce qu'ils ont jamais eu de costume à leur taille en fait. Parce que c'est moyen. Ouais, et que quand tu produis en masse, tu produis pour des gens minces de 1m80 alors que si c'était fait à ta taille, tu te rendrais compte à quel point toutes les possibilités du vêtement quoi.
Alors, revenons un peu sur le sujet de médias parce que j'ai encore quelques questions à poser. Ouais. Pour voir, c'est quoi l'avenir de médias? Est-ce que c'est digital? Est-ce que c'est classique? Est-ce que c'est print? Ou est-ce que c'est des artbooks, genre un magazine, une espèce de bouquin? Je sais pas, pour moi, il n'y a pas forcément un format à retenir. Mhm. C'est plutôt le fond, en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la presse oublie un peu le fond et oublie à qui elle parle. Je vois beaucoup de médias mettre en avant des talents qui parlent aux gens de la rédaction ou qui vont parler à un microcosme. C'est ce microcosme qui tourne un peu en rond et des talents qu'on voit toujours en cover et c'est ce que je trouve dommage dans la presse française. Là où, si on allait s'intéresser un peu plus aux niches, aux nouvelles personnalités, aux nouveaux talents qui sortent, tu vas pouvoir parler à des nouvelles personnes et tu vas pouvoir parler à des gens dont c'est aussi la passion. Et nous, c'est un peu comme ça qu'on construit Nylon aussi, c'est en parlant aux niches et c'est comme et en comment dire, et en visant justement toutes ces passions et il y a tellement de choses à raconter sur des sportifs, sur des musiciens, sur des acteurs, même des influenceurs qui ont vraiment beaucoup de choses à dire. Et je pense que peu importe le média, peu importe ton format, et c'est encore mieux s'il est print, je pense, parce que quand il est print, c'est ta passion qui est palpable aussi, parce que je mets à la place de quelqu'un aujourd'hui qui est fan de, je dis n'importe quoi, tir à l'arc. Si un jour il trouve qu'il y a un magazine sur le tir à l'arc, il va aller l'acheter direct, en fait. C'est ça qui m'anime, et j'espère aussi pouvoir parler à un maximum de gens en ayant un éventail à chaque fois de personnalités différentes. Du coup, pour toi, c'est pas le format qui compte, c'est pas. Non. Il n'y a pas certains formats que je pense que le print reste important parce que c'est comme quand tu lis un livre. Quand tu lis un livre qui touche à ta passion, tu l'as contre toi, c'est un objet de ta vie en fait, et tu as envie de le garder. Donc pour moi, le print est toujours important. Le digital a aussi son importance en complément du print. Mais je trouve que le print a vraiment une place chère et quand tu peux toucher la chose, ça fait tout son sens. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec Nicolas dans le sens où le print, c'est important parce que même pour les annonceurs ou les clients, il y a ce côté palpable et statutaire du print en tant que média, d'avoir une édition... Il y a plus de crédibilité quand même dans le print que dans le digital. Alors, pas forcément, parce que... Il y a quand même cette question quand même qu'on te dit quand tu dis que tu as un magazine, et tu fais un print, et oui, si tu as un print, tout de suite tu es pris au sérieux. Voilà, aussi, c'est le côté statutaire. C'est vraiment ça, le côté statutaire. D'accord. Tu as un print, tu n'es pas un média digital, donc tu es pris au sérieux, et on peut se dire, ok, on peut discuter. Je vois de manière très classique où je pourrais, si je peux placer des pages de pub, je peux placer ma marque pour des éditos mode, je peux faire entrer des stories, comment on appelle ça, des fashion stories ou des interviews dans le média, et ça va être quelque chose qui va être distribué et qui va toucher un public de manière assez directe. Maintenant, en effet, on voit l'émergence des médias digitaux et leur force de frappe. Je pense qu'on a tous vu débouler lors des Fashion Week ou avec des partenariats avec des marques, des médias digitaux qui ne sont pas, dont l'ADN n'est pas la mode, mais qui ont une force de frappe tellement énorme que maintenant ils sont même plus mis en avant. Encore une fois, on parlait par exemple des défilés et tout, que des médias mode. Ils vont être placés front row, ils vont faire des collabs de ouf, ils vont avoir les budgets pour pouvoir créer du contenu de marque au détriment des médias dits classiques. Donc ça, oui, et donc les chiffres, ça intéresse. C'est une autre façon de toucher une communauté, un public. Le contenu n'est pas forcément plus qualitatif, non, il l'est moins, mais dans cette mouvance de il faut du chiffre, il faut de l'interaction, il faut les likes, il faut que ça se convertisse rapidement. Le digital, en effet, est très fort parce que c'est là où se trouve la jeune génération. Et par digital, je veux dire vraiment les réseaux sociaux, parce que le site internet, c'est très compliqué d'amener les gens sur le site internet. Les médias qui ramènent les gens sur leur site internet sont vraiment très très forts. Et c'est là où on se rend dans des considérations de SEO, etc.
Et écrire un article en SEO, c'est pas très sexy, mais c'est référencé, donc t'as plus de possibilités. Ton article a plus de possibilités d'être lu par le public, mais encore une fois, en tant que journaliste, écrire un article en SEO, c'est horrible, c'est pas très Parce passionnant. qu'il faut des mots-clés, etc. Mais des mots qui reviennent, c'est très lourd, c'est un peu ce qu'on appelle les articles aussi à titre putaclic pour que les gens cliquent, et après tu te rends compte que l'article c'est pas du tout ça, mais toi t'as été mis dans la sauce. Enfin, je pense à un exemple particulier d'une journaliste qui avait mis un titre qu'on va dire putaclic, etc. L'article en lui-même était très bien, mais juste elle s'est fait descendre parce que le titre disait quelque chose qui pouvait se lire comme anti-féministe, alors que c'était pas du tout ça, mais qu'il fallait attirer parce qu'elle bosse dans un média où il faut que l'article soit lu un milliard de fois, et donc voilà, alors que la pauvre, heureusement elle avait mis un pseudo, c'était pas si elle avait un faux non plus, et ce qui me fait penser à pour rester un peu sur le sujet, de plus des journalistes, où nous, chez Paulette et Paul, on avait en effet des plumes des journalistes qui bossaient dans d'autres médias classiques, traditionnels, où ils doivent pondre 4 articles par jour, des articles très lambda, pas très intéressants, SEO, qui du coup utilisaient des pseudos pour écrire chez Paulette ou quoi, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'écrire, ou très peu. Sur les sujets sur des sujets intéressants, sur des sujets avec un peu intelligents, avec de la substance, où on parle de choses, où on est prescripteur. Et c'est là où, c'est ce que je voulais dire aussi sur le côté print et digital, et on va parler de choses intéressantes. Et là, ça fait plaisir d'écrire, et d'écrire pour un magazine qui a du sens et qui n'est pas les magazines qu'on connaît. Donc il y avait ça aussi, des gens qui se cachaient pour écrire pour nous. Mais, et pour rebondir là-dessus, sur le côté justement substantiel de ce qu'on raconte aussi, dans le print, c'est ça aussi, c'est se dire en tant que média, c'est pas forcément une question de support print ou digital, etc. Mais se dire en tant que média, est-ce qu'on est là pour être une extension des communiqués de presse, ou est-ce qu'on est là pour raconter vraiment quelque chose, faire avancer la culture et être dans la prescription, ou comme tu disais, il y a des médias qui mettent en couve tout le temps les mêmes personnes alors qu'on s'en moque, en tout cas la nouvelle génération s'en moque, là où en tant que média on peut se dire qu'on n'est pas là pour un peu donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir, ou ce qu'ils pensent avoir envie de voir, ou ce qui a déjà été vu 1000 fois. On fait avancer la culture, et c'est là qu'on retrouve un bon média, je pense. Et je pense que ça, c'est un peu la même chose pour tous les types de création. Soit tu penses de ce que toi, tu as envie de raconter, même si tu as créé une collection, une histoire, etc. Soit tu penses à qu'est-ce que les gens ils ont envie de voir, et moi, je veux essayer de m'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu universel. C'est la question à se poser aussi maintenant faut pas faire un média pour soi, faut faire un média pour tes lecteurs, en fait. Oui, mais tes lecteurs, ça peut être différent. Ça peut être un grand public où tu peux essayer de toucher le plus grand possible avec des titres un peu intéressants, etc. dans ton article. Ou tu fais tu fais quelque chose qui t'intéresse, le sujet qui t'intéresse, etc. Et après, les gens qui sont un peu la même perception de choses, ils te trouvent, tu vois. Et après, je sais pas. Ou en tout cas, il y a une dimension plus culturelle et sociale sur, à la fois, donc évidemment, en tant que média, on a sa communauté, son lectorat, et l'idée, c'est de le toucher, mais aussi de se dire, lui proposer ce qui va le toucher, mais aussi avec un peu plus, faire avancer un peu le sujet, et élever un peu le curseur petit à petit sur différents sujets, et aussi ne pas les traiter, ces sujets, donc, de la manière dont d'autres médias les traitent. Donc c'est là aussi où les médias doivent se remettre en question, parce que le public est de moins en moins dupe, plus dupe du tout, et surtout un pléthore de propositions sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur différents médias, différentes plateformes, qui ne sont pas forcément des plateformes
de médias, mais qui vont être là où d'autres personnes vont servir de médiateurs ou médiatrices à l'information, à la culture, à différents trucs. Et ça va être plus intéressant à écouter, et ça va être plus digérable, on va dire, par une certaine communauté un magazine. Mais je trouve aussi que dans tout ce qui est média digital versus print, c'est que tu lis un article, tu vois un histoire, et après, il y a tellement de contenu partout que tu ne le trouves plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il y a quelque chose qui est imprimé... et qu'il est même plus enregistré dans ta tête, c'est que c'était pas si intéressant. Oui. Et je pense que la notion de rester dans le temps aussi est hyper importante. Et on parlait tout à l'heure des nouveaux médias qui font des chiffres astronomiques de vues, mais qui se rappellent d'une vidéo brute qui l'a vraiment intéressé en fait. Et je pense que c'est là où le print a encore plein de choses à jouer, c'est en restant un peu iconique et proposer quelque chose dont on va se rappeler. Et c'est là que ça devient intéressant, voilà. C'est vrai que dès que tu peux créer une histoire et que quelqu'un va s'en rappeler, c'est trop bien. J'essaie de trouver des exemples dans la presse récemment, mais... Oui, on peut passer juste si je prends une question. C'est quoi, du coup, les magazines à suivre? Mais print ou digitaux? Tout ce que tu veux. J'en ai pas en particulier. Moi, je suis toujours étonné par des coups, en fait. Et je trouve qu'il y a des coups qui sont plus ou moins réussis. Je dis n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi. C'est Harper's Bazaar ou c'est... Je sais plus, qui avait fait une cover avec Catherine Deneuve de dos. Ou c'est juste sa tête, sa tête. Récemment? L'Ouest, il y a non, il y a 6 mois, mois, un truc comme ça, ouais. Okay. Toi, dans ta maison, qu'est-ce que tu achètes comme magazine? Moi, j'achète rien. En tout cas, pas de français. Je suis toujours un peu déçu par la presse française. Quand ils vont mettre quelqu'un en cover, ça va être 3 ans en retard, ou ils vont la traiter d'une manière un peu... avec un regard pas forcément, comment dire... Pas avec un bon regard. Bienveillant, c'était ça le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Et je trouve toujours que la presse française a 10 ans de retard surtout, et je suis toujours un peu déçu. Et par contre, les magazines que je vais voir, ça va être The Face ou Interview, magazines qui sont beaucoup plus dans l'air du temps, quoi. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être des exemples, toi? Moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien Oda Magazine. J'aime bien le self-service aussi. Je parlais d'interview, c'est très cool. Et c'est vrai que dans la presse française, alors il y a des coups qui fonctionnent, et je vois ce dont tu parlais. Donc il y a des choses, il y a des petits coups de génie, mais de manière générale, ça reste un peu compliqué. Après, moi comme j'aime bien citer cet exemple de magazine qui, je trouve, un bon équilibre entre finalement des annonceurs vraiment viables et le financement qui va avec, et aussi une ligne éditoriale pointue, intéressante, avec un bon équilibre aussi, puisqu'il y a des réalités comment dire, il y a des contenus annonceurs, on va dire, à produire, mais en même temps le magazine pousse tellement la proposition et la prescription et le côté pointu, que finalement ça s'équilibre, et voir, on est vraiment sur un magazine pointu. Je pense à Mixed Magazine, avec lequel je collabore, mais je collabore avec parce que je l'apprécie, où vraiment on a... et des fois ça m'étonne, parce que je me dis, les sujets sont tellement niches, où la personne mise en avant, où le point culturel est tellement niche, je me dis waouh. En même temps, c'est génial que le rédacteur en chef, Antoine Leclermont, pour ne pas le citer, puisse le faire, c'est génial. Et je trouve ça hyper cool de me dire que, du coup, moi ça me parle parce que je suis dedans et je suis la génération, mais c'est aussi un magazine qui est entre les mains de personnes qui ont 10 ans de plus, 20 ans de plus, et qui très clairement vont découvrir un truc, mais genre extraordinaire, dont ils n'auront jamais entendu parler. Donc ça, c'est cool de se dire que à côté d'un truc un peu plus classique, il y a quelque chose de complètement extraordinaire. Et dans un magazine, on peut avoir les deux. Et je trouve que c'est l'un des magazines qui s'en sort le mieux là-dessus.
Ok. Bah écoute, il y a un espoir si le print elle reste avec nous et c'est l'essentiel qui compte. C'est cool ça, qu'on n'est pas tous partis TikTok et on ne consomme pas que Non, des... Bah, je pense que pour excuse-moi, je t'ai coupé. Mais pour l'info rapide, je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont la meilleure solution. TikTok et les vidéos même d'information sur TikTok, pour moi c'est vraiment ça le futur si tu veux vraiment bien communiquer. Mais pas pour le média. Mais si pour les médias aussi, mais c'est vraiment juste comme je disais pour les infos pour les quick news quoi. Mais je pense que tu as encore plein de belles histoires à raconter, de shooting photo à imaginer, à créer pour le print parce que ouais, et malheureusement, le truc c'est que voilà, il y a de moins en moins de budget pour ça, mais je pense que ça vaut le coup de se battre pour ça encore. Ouais. Okay. Et c'est cool aussi à voir des éditions pour reprendre ce que je disais, comme Oda ou d'autres, où tu as vraiment des éditions, des numéros de 800 pages, des numéros de 700 pages, qui deviennent en effet donc, des MOOC. C'était aussi la vision avec Paul Magazine, d'en faire un magazine livre, ce qu'ils appellent aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, Coffee Table Book, que tu peux justement collectionner et avoir sur ta table comme un objet, parce que la matérialité, ça reste important. Et les gens ont aussi besoin de ça, d'avoir quelque chose qu'ils touchent, qu'ils vont sentir, avoir les pages plus mat, des pages en papier glacé. Enfin, c'est aussi hyper important et finalement ça ne se perd pas. C'est vrai que j'observe autour de moi aussi la nouvelle génération qui s'intéresse aussi aux magazines et aux livres. Alors ce sera d'autres types de bouquins, de d'autres univers, mais la matérialité du livre et de la page, ça reste important. Donc je ne pense pas que ça risque de disparaître de sitôt. Puis il y a toujours des petites... des solutions à trouver aussi pour rendre le print plus attractif, ce qui m'amène à parler de nylon justement, et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais nous au départ quand on s'est lancé, on voulait pas faire de print avec la rédactrice en chef, parce qu'on trouvait que c'était dépassé justement, et on se disait qu'on n'avait pas envie d'imprimer des cartons et des cartons de magazines, qui d'avoir des invendus et tout. Du coup on est arrivé avec cette idée de fanzine qui soit vraiment... une feuille de papier qui se déplie comme un journal un peu, et quand tu la déplies, elle se transforme en poster. Et ce qu'on aime bien dans cette idée, je peux montrer à la caméra. Donc là par exemple on a Conan Gray qui est une superstar américaine. Donc on a les photos, l'interview, et quand on déplie le fanzine, ça devient un poster. Et donc l'idée de Nylon en France, c'est vraiment d'avoir effectivement un print, mais que ce soit un print qui est de vie. Donc c'est un print que tu lis et que tu peux ensuite mettre sur ton poster. Et pour nous, c'était vraiment important de faire ce lien entre la nouvelle génération, les personnes qu'on met en avant, et aussi la nostalgie de la génération d'avant, qui est le aussi poster, la nôtre, je pense. Ah oui. De tout faire pour de faire le maximum pour cacher le papier peint horrible et les prises de Zorro. Moi, c'était comme ça dans ma chambre. Mais ouais, moi je suis trop content parce que j'ai des photos de ma chambre et je vois tous les posters ou les trucs que j'avais. Il y a des trucs qui font tellement écho aujourd'hui avec mon travail. Non, du coup, le poster et la chambre, c'est un endroit, je reparle encore de passion, mais je pense que c'est là que tu accroches tes passions quand tu es chez toi, quand t'as pas le permis, c'est ton univers en fait. Et de lier justement le print à cette culture du poster et du fan club, pour moi, c'est hyper important. Et je pense que c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui on reste attractif aussi par les marques. Pour les marques, c'est d'être arrivé avec ce concept-là. Et du coup, vous n'avez pas d'abonnés? Vous avez d'abonnés? Des abonnés, c'est-à-dire? Des abonnés qui reçoivent à chaque 2 mois. On n'a pas encore mis le concept, mais ça serait génial de mettre ça en place. Je pense que c'est pas très compliqué. Mais non, pour l'instant, on n'a pas de concept d'abonnés. Pourquoi aussi? Parce qu'à chaque fois, le fanzine est dédié à une personnalité. Et après, il y a sûrement des gens qui souhaiteraient s'abonner, mais je me dis qui ne vont pas savoir à qui va être dédié le prochain à chaque fois, donc c'est peut-être compliqué, mais je pense que c'est un concept intéressant. Après, je ne sais pas dit, mais il est gratuit et on peut commander gratuitement sur le site aussi. Juste les frais de port à payer.
Ouais, c'est ça, il est gratuit le nylon. Et est-ce que tu trouves, enfin, petite question, désolé Alexandra, mais est-ce que tu penses que ça, justement, ça attire les annonceurs, ce côté gratuité ou pas? Ah, ça c'est intéressant. Je pense que quand on leur explique que la nouvelle génération ne dépensera pas un centime pour aller en kiosque et ne va même pas en kiosque, ils arrivent à comprendre aussi notre propos. Et moi, ce qui m'avait trop étonné, c'est que notre premier numéro, on avait mis Lena Mafouf, on était un des premiers médias à mettre Lena Mafouf en cover. Et ça a été une des choses sur lesquelles elle a le plus mis l'accent quand elle a communiqué sur sa cover, c'est que c'était gratuit. Et c'est devenu un truc énorme en fait. Et quand les gens aussi se sont rendus compte qu'il y avait 90 centimes de frais de port, ils ont dit ah bah non, mais c'est pas gratuit. Et en fait, je pense que la gratuité pour la nouvelle génération, c'est quelque chose d'hyper important et ils n'ont pas du tout l'habitude de payer pour l'information. Et même moi aussi, tu vois, genre, des fois je veux lire des articles, je me rends compte qu'il faut s'inscrire et payer, et en fait, je ne paye pas. Oui, c'est ça. Et j'oublie cet article après, et c'est dommage. Mais ouais, après c'était dommage, mais je pense que ouais, c'est pas... D'un point de vue annonceur, quand tu dis que tu es un Oui, média j'ai oublié ta gratuit, question du coup. c'est pas rédhibitoire. Non, parce qu'ils comprennent que c'est dans les nouvelles façons de consommer Ok, aussi. donc c'est là ton argumentaire là-dessus. Ouais. Mais et aussi, souvent, ils ont le styliste existe encore, mais ils ont le souvenir du styliste à la sortie des métros pour lesquels ils avaient un problème du fait que ce soit gratuit. Le styliste qui revient en print d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait penser aussi à Barbès Magazine qui est gratuit et qui fonctionne du tonnerre, et à Barbès Asie qui va sortir, Barbès Amérique aux États-Unis et tout. Et je suis un peu l'histoire de son fondateur Eli. Enfin, c'est extraordinaire et je me dis en effet, c'est fou qu'un média gratuit comme ça soit financé par les Chanel et autres marques. Et il a vraiment des annonceurs de malades, les Nike et compagnie. Tous ces numéros sont financés par la mairie de Paris, pour un numéro spécial pour la ville de Paris, je crois, pour un quartier en particulier. Et ouais, c'est intéressant de se dire qu'il y a des médias gratuits comme ça. Je pense que le prix est vraiment important dans l'imaginaire et pour les consommateurs. Moi, par exemple, j'achetais pas Vogue quand j'étais plus jeune, j'achetais que Citizen K. Pourquoi ? Parce que c'était 1 €. Okay. Et mais j'étais pauvre, tu vois. Mais du coup, ça a rendu le truc tellement accessible, ça m'a tellement rendu aussi. Ça m'a fait découvrir la mode aussi. Et c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, j'aurais pas acheté un magazine à 7 ou 10 €, tu vois. Donc pour moi, c'est une grosse part d'être accessible au plus grand nombre. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais vous poser quelques questions générales de mode, juste format interview court. Ok, un quiz. Et créateur préféré de ce moment? Ah waouh! Wow, From the top of the head. Créer des soucis. Alors, tu sais quoi? Je vais dire. Ça me fait rire parce que je pense à un truc. Mais Dipensa, c'est une marque fait les robes mouillées. Que j'ai conseillé récemment à une personnalité avec laquelle je commence à travailler, etc., sur son image et tout. De secret. N'est-ce pas? Et c'est une marque que j'avais découvert, enfin que j'ai rencontré, que je n'ai pas découvert, on n'est pas avec la fois, mais lors d'un Tranoï, je crois, ce qu'on appelle un salon mode, donc un truc avec son petit portant et truc vraiment à l'ancienne, il y a des années, et maintenant, voilà, c'est devenu l'une des marques, tu vois, pointue, niche, et en même temps, si tu sais, tu sais. Et elle s'est déportée par une personnalité de ouf, mais c'est vraiment une marque que je continue à apprécier et que j'ai pu conseiller récemment. Voilà. Toi, Nicolas? C'est compliqué, parce qu'il y en a pas mal, mais j'ai envie de parler forcément des marques qui mettent en avant, qui essaient de casser des barrières et d'aller un peu plus loin. Je pense à Esther Manas, je pense à des marques comme ça, qui ne sont pas forcément mes marques préférées créativement, mais je trouve que la mode a tellement d'efforts à faire que c'est important de souligner ces marques-là, qui essaient d'aller plus loin, malgré que on revient toujours en arrière, et on revient toujours aux soucis que la mode crée. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Même en homme, c'est assez compliqué. Je trouve qu'on a...
Donc, on va passer à la question suivante. Ouais. Et là, je ne sais pas si vous allez me répondre ou pas par rapport à tout ce qu'on a parlé. Le créateur le plus overrated en ce moment. Comment on dit en français overrated? Oui, surcoté. Mais tu vois qu'on a des problèmes. Toi, tu Oui, veux c'est vraiment ça. qu'on ait des problèmes. Peut-être Tu qu'on veux peut dire- briser peut-être notre qu'on peut dire carrière. des créateurs morts, comme ça, il n'y a pas de souci. Tu veux vraiment Oui, si Déranger tu me cites les un créateur morts, qui est mort, mais qui était morte. Non. Surcoté. Alors, le côté surcoté, ce qui est dommage, c'est des fois dans le narratif autour de créateurs, c'est de les comparer et d'en faire des icônes qui ne sont pas encore, parce que ils réveillent le souvenir d'anciens créateurs ou de personnes de génie, mais il faut encore qu'ils fassent leurs preuves, donc il y a quelque chose un peu à développer et c'est un peu prématuré de les encenser comme ça. Et puis, il y en a qui ont bien commencé mais qui se perdent un peu. Donc, T'as pas des créateurs à citer? non, moi je vais pas citer de créateurs de manière très honnête. Déjà, dans un des côté... marques qui sont sur le côté. Oui, Omar, C'était par plus exemple. Vas-y, je t'en prie. Non, mais moi je suis toujours étonné de marques où les gens vont acheter en masse et pas se rendre compte que derrière il n'y a pas grand chose et qu'il n'y a pas trop d'histoire et que c'est juste des gens qui veulent vendre et faire du business. Et je vais pas te citer de marque, hein, mais, Ok. mais vous voyez de quoi je parle ou pas? Moi, je pense que. Ah oui? Voilà, ceux Non, mais- qui sauront. Non mais, sauront. non, Ceux mais qui savent pour moi pas. les marques surcotées ça va être des marques qui font beaucoup de copies, on va dire. Voilà. Donc à partir de là vous voyez de qui je parle. Ok. Et dernière question, est-ce que vous pouvez me donner un conseil, ou peut-être vous avez reçu en début de votre carrière un conseil pour travailler dans la mode? C'est quoi le plus important? C'est quoi le conseil, la phrase, tout ce que vous voulez conseiller pour les gens qui veulent travailler dans cette industrie-là? Moi, je dirais de toujours d'oser, en fait. C'est-à-dire que, justement, ça revient un peu sur ce qu'on disait sur ce milieu, enfin, ce que je disais sur ce milieu de la mode, qui peut-être n'a pas l'assise ou la gravitas qu'elle aimerait avoir et du coup se créer une espèce d'image, etc. Alors que tout le monde, en fait, est là par passion d'abord, et en même temps essaie de faire avec ce qu'il ou elle a, de s'en sortir à certains moments, ou même avec des postes à responsabilité, on fait comme on peut en fait. Donc tout le monde fait comme il peut, et il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de honte à des fois essayer des choses, se planter, recommencer, etc. Comme il n'y a pas de honte, et il ne devrait pas y avoir cette peur, panique, de contacter des gens, de reach out, d'oser créer on va dire, sa marque, d'oser demander de l'aide, de se dire ah, je ne suis pas assez bien pour écrire pour tel média, ou je ne suis pas assez pour ça. C'est vrai que ce monde entretient ce côté très hermétique et mystérieux et vase clos et du sérail, alors que on est tous des gens qui venons d'ailleurs, on n'est pas nés dedans, c'est très rare les gens qui sont nés dedans, c'est très rare les gens qui sont nés à Paris, qui du Louvre, et qui vont à des défilés dès l'âge de 5 ans, etc. Donc on est tous des gens d'ailleurs. Qui ont eu des choses à apporter à la mode, donc ça doit continuer et il faut que la mode reste plurielle là-dessus. Il y a lieu de passionner. Moi, mon conseil, ce serait d'être, on dit souvent ça, mais d'être le plus soi-même et le plus authentique. Voilà, putain, je n'avais pas trouvé ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je rigole. Parce que c'est ce qu'on m'avait aussi appris à l'école, c'est ce que je me suis rendu compte aussi avec mon parcours, c'est que il faut être authentique, mais il faut aussi se rendre compte de sa valeur et de ses passions. Et si être soi, c'est faire quelque chose qui a déjà été fait 20 fois avant, il faut avoir l'intelligence de prendre du recul et se dire bon, je vais peut-être pas être dans la création, mais je vais peut-être pouvoir rester dans le même milieu tout en faisant un truc qui me correspond plus.
Et je vois énormément de gens qui veulent travailler dans la mode, mais où tu vois que ça va pas apporter quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il faut être soi, mais aussi être conscient de ce que tu apportes ou de ce que tu apportes pas. Et ça se découvre aussi en faisant un maximum de stages, un maximum d'expérience en fait. Et moi, par exemple, au début, je voulais être photographe. Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément, j'apportais pas rien de neuf à ça, ou pas un regard assez important. Ensuite, j'ai fait du stylisme. Je me suis rendu compte que ça me plaisait plus de créer des images à travers les vêtements. Et aujourd'hui, j'ai encore un regard plus large, mais je pense que ouais, le plus important, c'est vraiment de réussir à prendre du recul et à pas trop se borner et à pas trop prendre tout au pied de la lettre ou tout trop au sérieux et rester flexible en fait. En grandissant et avec l'expérience, ouais, tu comprends un peu mieux qui tu es et vers quoi tu peux aller. Merci beaucoup d'avoir participé. Et Merci. voilà.